Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce numéro du débat de dimanche. Nous recevons autour de cette table Chana Takiou du 22 septembre, Etienne Fakaba Sissoko, professeur d'université, maître Mamadou Konaté, avocat, et Serge Daniel, journaliste et écrivain. Messieurs, bonsoir. Bonsoir. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Ça y est, se fait l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali a été signé vendredi 15 mai à Bamako en présence de plusieurs chefs d'État et de délégations. Un accord de paix conclu sans la coordination des mouvements de l'Azawad. Je vous propose d'écouter un extrait du discours du président malien Ibrahim Boubacar Keïta à l'issue de la signature de l'accord. Que les Maliens réapprennent à se parler, à s'écouter, à s'estimer et à comprendre que ceux qui paraissent nous diviser n'a pas la largeur d'une feuille de papier. Et cela, au long de mois entiers. Pourquoi ne serions-nous donc pas reconnaissants à l'endroit de ce pays, de ce gouvernement, de ce président qui nous ont facilité cette tâche-là, d'intérêt national malien bien compris. Je ne suis pas de l'engeance des ingrats, mon peuple non plus. Président Abdelaziz Bouteflika, peuple d'Algérie, merci. Et l'Algérie a su, autour d'elle, réunir la communauté internationale de manière fabuleuse. Serge Daniel, que vaut une signature d'un accord de paix sans lassement? Moi, je pense que c'est quand même un important pas vers la paix, malgré tout. Tous les groupes ont paraphé. Parmi la CEMA, vous avez deux petits partis qui, à titre personnel, ont paraphé. Je pense que c'est une avancée. Et le président, peut-être qu'on va revenir là-dessus tout à l'heure, le président Ibeka le disait tout à l'heure, il a lancé un appel aux autres leaders, il les a nommément cités. Je crois que ça devrait avancer. Mamadou Konaté. Oui, moi, je ne sais pas, je n'ai pas de difficulté par rapport au fait que la CEMA n'est pas signée. Il y a des accords qui comportent des engagements unilatéraux. Cela ne fait l'objet d'aucun doute. Il ne faut pas perdre de vue que la signature de cet accord était d'autant plus nécessaire que c'est le Mali lui-même qui était allé dans un premier temps devant la communauté internationale pour lui demander d'installer un processus de paix. Donc, de ce point de vue-là, le Mali n'aurait pas pu ne pas signer. Deuxièmement, en signant, le Mali retrouve son statut d'État en face d'un mouvement rebelle, de groupes terroristes rebelles. Troisièmement, en signant aujourd'hui, je pense que c'est le gage de la bonne foi de l'État du Mali d'aller vers les autres. Même si les autres ne venaient pas, on est conscient de la difficulté qu'il y a aujourd'hui au nord et on est conscient également qu'il faut régler et une partie de ce règlement se retrouve aujourd'hui dans le cadre de cet accord. Je n'ai absolument aucune gêne. C'est un accord qui comporte des engagements unilatéraux que le Mali lui-même a décidé de contracter vis-à-vis de lui au profit des autres. Justement, Chana, on a écouté tout à l'heure le président Ibeka. Il lance un appel à tous les Maliens. Il demande aux Maliens de s'entendre, de se parler. Oui, c'est normal. Il ne peut que parler ainsi, parler de dialogue, de réconciliation entre Maliens. Mais contrairement à Maître Konaté, moi, j'ai un peu de gêne le fait qu'on ait signé sans lassement. Quelque part, c'est une cérémonie demi-teinte. Parce que, je l'ai dit une fois sur ce plateau, qu'un accord suppose deux ou plusieurs parties. Mais ceux qui ont signé hier font partie d'un même groupe.
c'est le Mali et le mouvement d'autodéfense favorable à Bamako. Si la SEMA était là, ça aurait été encore mieux. La cérémonie allait briller de mille feux. L'absence de la SEMA montre que c'est une signature inachevée. C'est une signature inachevée. Mais et il va falloir... L'accord est élastique, il est ouvert. Il est ouvert, mais je dis c'est inachevé. Tant que ces gens-là n'ont pas signé, la signature n'est pas complète. Il va falloir signer de nouveau et peut-être organiser une cérémonie plus brillante que celle-là. Parce que la vraie paix, la paix des braves, la paix entre les Maliens ne peuvent se sceller qu'avec la SEMA. Les véritables protagonistes, ceux qui créent le problème, ceux qui créent la guerre, ce sont les gens de la SEMA, parce que sans leur signature, l'accord ne pourra pas être mis en œuvre. L'accord serait un accord mort. Sans la SEMA, encore une fois de plus, il ne peut pas y avoir de paix. Sans la SEMA, cet accord ne pourrait pas être mis en œuvre. Étienne. Ce n'est pas dans mes habitudes, mais permettez-moi de rendre un vibrant hommage au président Ibeka, qui pour une fois a tenu un langage de vérité, un langage ferme face à la communauté internationale. C'est ce message-là que le peuple malien attendait de lui, et il l'a fait. Parce que quand la lettre de Ban Ki-moon a été lue, j'ai eu mal à la tête. Je me suis dit comment il va réagir face à de tels propos. Mais il a su répondre avec brio, et cela, qu'il en soit remercié. Maintenant, on va espérer que ça ne va pas être comme à son habitude, de très belles paroles qui ne seront pas suivies d'actions. Et on veut que ce langage de vérité qu'il a tenu, que cela se manifeste par des actions concrètes. Maintenant, contrairement à tout ce qui est en train d'être dit sur le plateau, la CMA a bel et bien signé le document. Alors, partiellement il a ou pas, paraffé à Alger, signer le document, je pèse mes mots, partiellement, certainement, sur les 5 groupes de la CMA, 2 étaient présents et ont donné leur engagement, ont signé le document. Alors, et qui a signé le document? Ce n'est pas n'importe qui. À Alger, si vous vous souvenez, c'était celui-là même qui avait la lourde responsabilité d'accorder des interviews et de relater les positions de la CMA à l'ensemble de la communauté internationale. Donc ce n'est pas n'importe qui a signé au sein de la CMA. Maintenant, est-ce que la grande question c'est, est-ce que le fait que le MNLA n'ait pas signé, est-ce que c'est un handicap ou pas pour le document? Moi je dis, on ne peut pas indéfiniment attendre ceux qui ne veulent pas aller à la paix. Moi je l'ai dit toujours sur ce plateau que ce document il est très mauvais. Mais maintenant, puisque nous sommes dans la dynamique de signer le document, il faut y aller, et on a bien fait de signer le document. Ça montre d'une part la volonté du président de la République et du Mali à aller vers le processus de paix, à mettre tout en œuvre pour aller vers le processus de paix. Deuxième chose, ça montre également qu'il y a une division profonde au sein de la CMA, parce qu'une partie ayant signé et l'autre refusant toujours de signer. Donc oui, il faut laisser la porte ouverte, mais il ne faut pas arrêter la machine de la paix parce que certains ne trouvent pas leur compte. Je voulais dire que je reste persuadé, j'ai entendu Chana tout à l'heure, je croyais dans une salle de classe parce que tu parles trop fort, c'est vrai que j'entends pas parfois bien, mais c'est une avancée, Chana. Vous vous souvenez à l'époque, j'en aurais terminé. Je n'ai pas dit le contraire. Chana, laissez Serge réagir. La CEMA avait refusé de paraffer le test. La CEMA avait dit, laissez-nous aller consulter notre base avant de répondre. Donc, c'est un peu comme si la base a dit paraffer le test, ils ont paraffé le test. C'est déjà une avancée. À partir du moment où vous avez paraffé, ce qui va se passer maintenant, c'est que vous n'aurez plus de nouvelles négociations. C'est-à-dire, vous n'allez plus discuter page par page en disant on va enlever virgule par virgule. L'esprit est là déjà. Et puis, le président de la République a dit je veux des négociations désormais intermaliennes. Donc des négociations entre Maliens. Donc les choses avancent. C'est vrai que l'idéal aurait été que tout le monde signe, mais ce n'est pas parce que tout le monde n'a pas signé que c'est la fin, que c'est une pluie ou diluvienne ou que c'est le chaos. Et je vais vous dire, si vous vous souvenez des anciens accords, et j'en aurais terminé, même quand on a signé les accords de paix, à l'époque, si vous vous souvenez, les combats ont repris de plus belle.
Donc, une chose est de signer, certains ont signé, on va continuer, je crois que la médiation va continuer. Si vous savez, vous vous informez, mercredi prochain, il y a une réunion préparatoire qui va préparer tout ça. Donc je pense quand même que c'est un petit pas vers la paix, mais c'est très important ce qui s'est passé à Bamako. Maître Konaté, à combien de temps peut-on estimer, on peut estimer à combien le temps qu'il faudra à la CEMA de revenir à la table? Alors, moi, j'ai déjà une difficulté par rapport à la question que vous évoquez, mais juste avant de répondre à votre question, je voudrais aller à la suite de Serge pour d'abord dire à Chana qu'on ne peut pas obliger quelqu'un à venir dans le cadre d'un engagement lorsqu'il n'a pas envie de venir là-dedans. Bien évidemment, tout le monde aurait souhaité que tous les protagonistes se retrouvent une fois pour toutes à Bamako pour signer cet accord-là, pour donner le point de départ avec tout le monde de la paix. Mais à défaut de sa mère, Chana, on tête sa grand-mère. On n'a pas le choix. On n'a pas le choix. Il faut dire également à mon jeune frère en face, Fakaba, pour dire que fondamentalement, on ne peut pas dire que les deux groupes qui font partie de la CEMA, parce qu'ils ont signé, engagent la CEMA. Non. Aujourd'hui, un certain nombre d'acteurs, de protagonistes ont décidé... Ce sont des individus, ont ce décidé, n'est même pas les groupes. Peu importe. Aujourd'hui, on est à la recherche de représentativité. Peu importe que ce soit 2 ou 3, dès lors qu'ils sont reconnus comme étant un groupe protagoniste, membre de la CEMA, le simple fait pour eux de venir signer à Bamako, ce qui est leur droit absolu, n'engage pas la CEMA. Mais en dehors de cela, je pense qu'on revient de très loin. On revient de très loin. Il y a 12 mois, personne n'aurait pu imaginer la situation à laquelle nous avons assisté le 15. 1. Les protagonistes autour. 2. Toute la communauté internationale. Je suis tout à fait d'accord avec toi pour dire aujourd'hui, l'une des leçons majeures qu'il faut tirer de cette signature, c'est que le Mali et le président de la République ont repris de la voix. On a senti dans cette salle qu'il y avait un État. On a senti dans cette salle qu'il y avait un chef d'État. Je pense que tu en étais fier. Même si moi j'ai trouvé que la charge, la dernière qui a été portée contre l'Atsous, était assez tenue. Voilà. Mais c'est le style que le président de la République a décidé d'adopter, c'est le sien. Chana, rapidement, on va donner la parole à Sissoko. Oui, je disais, il a dit, tout le monde aurait voulu que tout le monde soit là. Mais les gens de la CEMA ont paraffé le document la veille, vendredi. Jeudi. Oui. Vendredi, c'était la signature. Donc, il y avait déjà de bonnes dispositions pour aller dans cette dynamique. C'est vrai que l'événement était prévu, des invitations ont été lancées. On aurait pu les attendre, c'est mon point de vue. On aurait pu, mais on ne l'a pas fait. On a organisé la cérémonie de signature qui a été ce qui a eu lieu à Bamako. Ça a été une très bonne chose, magnifique, mais l'idéal, encore une fois de plus, aurait été que tout le monde soit là. Nous avons raté le coche. Il va falloir, encore une fois de plus, organiser une autre cérémonie, je dis bien une autre cérémonie, pour consacrer la véritable paix, peut-être plus éclatante que celle-là, avec l'arrivée de la CEMA. Inch'Allah. Cela dit, je vais ajouter un mot encore à ce que Konaté a dit par rapport à Ibeka. Mais hier, l'autre jour, tous les Maliens ont reconnu les Ibeka qu'ils avaient connus. C'est ce Ibeka que les Maliens ont connu. Les Maliens ont voté pour ce Ibeka-là. Mais il était perdu. Aujourd'hui, les Maliens le retrouvent. Les Maliens retrouvent leur Ibeka. Les Maliens retrouvent leur Ibeka. Et nous pensons qu'il va maintenir le cap, continuer sur la même lancée, parce que c'est ce Ibeka que le Malien voudrait toujours voir. C'est clair, j'étais fier de mon président de la République ce jour, mais je ne me fais pas d'illusions. Moi, j'attends toujours des actes concret pour pouvoir le juger et continuer dans cette voie-là. Moi, je voulais réagir juste par rapport à 2 points rapidement. Le premier point, ça c'est par rapport au paraphe du document. Certains vont penser que ce paraphe-là est une bonne chose par la CEMA, mais moi je dis simplement qu'en refusant de parapher le document, ils s'excluaient. Ils ont paraphé. En refusant de Non, en refusant de parapher le document. C'est derrière nous. En refusant de parapher, ils seraient exclus du processus. Donc en le paraphant, ils maintiennent toujours le cap et
ils décident toujours de faire partie du dispositif. Ça, c'est très important. Donc, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, ils sont dans une situation fragile et ils veulent s'accrocher à tout prix. Deuxième élément, c'est pas moi qui ai inventé le fait que c'est la CEMA qui a signé. Si vous avez vu le document, moi, j'ai pas vu devant CPA quelqu'un a signé, j'ai pas vu encore CMFPR quelqu'un a signé. C'est la coordination des mouvements de l'Azawad et ils ont signé. La réelle politique. Deuxième élément pour terminer, je dis que on ne va pas indéfiniment attendre les uns et les autres pour aller vers la paix. Déjà, on a un accord, comme je l'ai dit, qui est mauvais, où il faut repenser tous les dispositifs pour que le Mali puisse tirer le maximum de profit. Et ce travail-là, il faut le commencer dès maintenant, parce que l'application d'un très mauvais accord s'avère énormément difficile. Serge Daniel, on sait que si la CEMA a paraphé l'accord à l'Alger la veille et qu'elle n'est pas venue à Bamako, c'est qu'elle a d'autres revendications. Ça pourrait être quoi ces revendications? On a entendu le président Ibeka et d'autres intervenants le 15 mai dernier tous dire qu'après le paraphe, il y a peut-être plus de négociations possibles encore sur certains points. Je crois que ce qui est important, si vous permettez rapidement, toute la CEMA n'a pas signé, Étienne. Vous avez le Haut Conseil pour l'unité de l'Azawad, vous avez le MNLA, vous avez une branche du MAA qui n'ont pas signé le document, mais qui ont paraphé, comme vous l'avez dit. Ça, il faut le dire. Mais tant les négociations qui veulent qu'on ouvre à nouveau, c'est évidemment toujours sur le terme de l'autonomisme, c'est-à-dire ils cherchent une forme d'autonomie. C'est pour ça qu'ils veulent de nouvelles négociations. Le président de la République... Mais est-ce que cela ne va pas entraîner encore la rélecture de l'accord? Je pense qu'il n'y aura pas de rélecture profonde de l'accord. Je pense que sur les grands principes, on est d'accord sur l'accord, que ça ne va pas bouger. Vous avez vu, le président de la République a répondu à M. Latsou à son discours. Je constate que autour de cette table aujourd'hui, le président de la République est l'homme le plus populaire. Bon, pour combien de temps, ça c'est autre chose. Mais en revanche, je pense qu'entre les Maliens, il y aura des discussions. Je disais tout à l'heure que mercredi, il y aura le premier acte. Je ne vais pas trahir le secret de la conversation, mais je sais que entre les trois principaux partis du MNLA, comment ça s'appelle, de la CEMA, c'est-à-dire le Haut Conseil pour l'unité de l'Azawad, le MNLA et la branche du MAA, et le gouvernement, il y a des intermédiaires. Je pense qu'il va y avoir des discussions, mais ça ne sera pas des discussions sur le fond probablement, mais peut-être sur la manière d'appliquer un certain nombre d'articles, de dispositions, de l'accord qui est signé. Il n'y aura pas de nouvelles négociations. C'est-à-dire que vous n'allez plus vous asseoir pendant 8 mois pour négocier sous couvert de l'Algérie ou sous couvert de notre pays ou avec une autre médiation pour dire nous allons négocier à nouveau l'accord. Ça, c'est exclu, totalement exclu. En revanche, dans l'application, il y a un côté flexible qu'on peut avoir. Si on demande de donner 2 postes, par exemple, c'est une caricature, 2 postes de responsabilité, on peut en donner 3 sans forcément l'écrire. C'est pour ça que je reste persuadé, contrairement à Chahana, que c'est une avancée. La CEMA a mis environ Chahana n'a pas dit que c'était un recul. Chahana dit que c'est une avancée qu'on aurait mieux faire. C'est ça l'intervention de Chahana. Mais comment expliquer que la CEMA a mis environ 2 mois et demi pour paraffer l'accord? Ce sont des stratégies. Moi, je reste persuadé qu'il y avait... je ne sais pas si je peux me permettre. Sinon, je ne te laisse pas. Non, Serge, allez-y rapidement. Serge, en sachant que je vais dire à peu près les mêmes choses que tu tentes de dire, et je vais le dire de manière beaucoup plus succincte, de manière beaucoup plus précise peut-être. Allez-y, Maître Konaté. L'intérêt de cette négociation et du paraphe, c'est que le Mali reprend le dessus. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Le Mali reprend un peu le dessus psychologiquement dans le cadre de la négociation. Le Mali reprend un peu le dessus par rapport aux demandes exorbitantes de la CEMA et MNLA et tout confondu. Il ne faut pas oublier qu'il n'y a pas longtemps, les 3/4 du territoire étaient occupés et que la revendication fondamentale des gens, elle était territoriale. Autonomie, indépendance et tout ce qui concerne les violations par rapport à la laïcité. Le fait aujourd'hui qu'on ait signé à Bamako, d'un point de vue psychologique, ça met le Mali en situation de se redresser en tant qu'État, premièrement. Deuxièmement, les autres n'ont plus le choix. Parce que la guerre, c'est l'équation impossible aujourd'hui. Personne, l'intérêt de la signature, c'est qu'aujourd'hui, la communauté internationale ne peut plus jouer vis-à-vis du mouvement des rebelles de la même manière qu'ils ont joué avant. Les pays voisins non plus. On peut considérer aujourd'hui que les uns et les autres donnent une assistance humanitaire, mais aujourd'hui une assistance militaire est complètement
impossible aujourd'hui. Alors, vous voulez parler à ma place? C'était plutôt décousu, c'était pas construit ce Oui. que vous avez dit. Allez-y, Serge. Ce que je voulais Chana, on dire, vient à vous tout à c'est l'heure. que c'est Allez-y, pas Serge. si Chana permet ou... Allez-y, Merci. on Ce vient. n'est pas le Mali qui prend le dessus. C'est la paix qui prend le dessus. Non, Cher ami, non, ça c'est un... tu fais un jeu de mots là. C'est pas un jeu de mots, Non, pas du tout. non. Laisse-moi aller jusqu'au bout, je vais te le démontrer. Ce qui se passait au sein de... Vous avez dit tout à l'heure pourquoi on met 2 mois, pourquoi ça a mis 2 mois. Il y avait des divergences au sein des 3 groupes. Si vous faites sur le terrain ce qui se passe aujourd'hui, j'espère qu'on parlera de la situation à Ménaka tout à l'heure, sur le plan territorial, sur le plan du territoire, sur le plan du terrain, le Haut Conseil pour l'unité de l'Azawad avait la maîtrise de Kidal. Le Ménaka, on pouvait dire Ménaka, c'était probablement du MNLA, et Ber, c'était MAA. Même si il y a une passerelle, il y a des passerelles dans tous ces groupes. Aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que le nombril, le fief, le cœur de la rébellion reste Kidal. Ménaka, ça pose problème, c'est-à-dire que, on le verra tout à l'heure, c'est pas la rébellion qui tient Ménaka aujourd'hui. Et Ber, encore, il y a un peu du MAA là-bas. Donc vous avez des problèmes à l'interne des groupes. Ça, il ne faut pas l'oublier. Donc les problèmes que vous avez à l'interne des groupes fait que ça a traîné un peu. Ils ont dû se concerter. Il était même question de changer de nom. C'est-à-dire que les groupes avaient décidé de prendre un seul nom. Donc je pense que ça a fait traîner aussi les choses. Étienne, est-ce que la présence d'une dizaine de chefs d'État, Chana, on vient à vous tout à l'heure, donc une dizaine de chefs d'État est une garantie pour l'applicabilité de cette paix là au Mali, de cet accord? En tout cas, c'est un soutien, c'est un message très fort de la communauté internationale, de la CEDEAO et de tous les partenaires aujourd'hui du Mali, que ces chefs d'État décident d'être présents. Mais moi, je n'ai pas vu par contre Idriss Déby, je ne sais pas s'il est venu ou pas. Il était en visite à Paris. Voilà, et j'aurais aimé que lui, avec Mugabe, qu'ils soient tous présents. Mais je voulais juste rebondir par rapport à un point, c'est par rapport à ce que Maître disait tout à l'heure. Il y a un pays qui va très probablement dans les prochains jours saisir le Conseil de sécurité de l'ONU pour justement prendre des sanctions contre les personnes et les groupes qui seraient réfractaires toujours à la signature de l'accord. Donc ça, c'est déjà une garantie pour le Mali que, quelles que soient les difficultés que nous allons rencontrer, qu'il va y avoir très prochainement un déclic. Et ce déclic, c'est à nous de saisir cela pour reprendre le dessus et sur le plan militaire et sur le plan international. Oui, j'ai dit que la signature de l'accord à Bamako signifie, de mon point de vue, une réappropriation par Bamako de l'accord. Fini pour moi Alger, fini Ouagadougou, fini Alger. Vive Bamako. Aujourd'hui, Bamako doit se réapproprier, aujourd'hui plus que jamais, cet accord. Et la gage de garantie que la CEMA a demandé pour discuter avec le gouvernement du Mali, je pense que le Mali ne peut donner aucune gage plus que les dispositions même de l'accord. Cet accord n'est pas un accord national seulement, c'est un accord supranational. C'est un accord qui est endossé par l'ONU. Si on veut certaines garanties, on veut certaines compréhensions, la médiation internationale, notamment l'Algérie qui est tête de file, est mieux placée pour donner des éclairages que le gouvernement du Mali qui est une partie. Donc je dis encore une fois de plus que le processus de paix est bien parti. Contrairement aux intentions que Serge me prête, je n'ai pas dit que ce n'est pas... C'est une très bonne chose. Mon éditorial de demain, tu l'as lu d'ailleurs, Serge. Ah oui, c'est parce vrai que je te l'ai envoyé. C'est un grand pas. J'ai dit un grand pas pour la paix. Un grand pas pour la paix. Mais on aurait pu mieux faire. On aurait pu mieux faire, Serge. Mais je ne suis pas médiateur, moi. Ben, tant mieux. Voilà. Est-ce que la fermeté du discours de l'Algérie le 15 mai dernier peut servir de pression supplémentaire sur la CEMA, Maître Konaté? C'est exactement ce que j'étais en train de dire. Et Étienne, c'est là où on a senti que l'Algérie a été ferme bien par sûr. rapport aux autres. Non, mais je veux dire, aujourd'hui, il n'y a de guerre que parce que, quelque part, on laisse faire la guerre. Ce que je disais tout à l'heure, le fait que le Mali se soit rehaussé, le fait que le chef de l'État du Mali ait eu le ton et le discours qu'il a prononcé là, visiblement, il était droit dans ses bottes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire concrètement que tout le monde est conscient aujourd'hui que les gars sur le terrain n'ont plus le choix. Militairement parlant, aujourd'hui, il est extrêmement difficile de mener des opérations sur le théâtre. Deuxièmement, il est encore plus difficile de vendre le message que l'on a vendu depuis 2 ans, à savoir que nous sommes une spécificité au Mali, nous sommes brimés au Mali, nous n'avons pas de place au Mali. Et troisièmement, aujourd'hui, le Mali a fait preuve
de toutes les bonnes foi du monde, a donné le gage véritable de sa bonne foi en s'engageant dans des négociations dans lesquelles on a ramené le Mali plus bas qu'un État. Aujourd'hui, c'est ce qui semble être totalement terminé. En face, bien évidemment, là aussi, il faut que les uns et les autres rappellent, c'est que l'accord est ouvert. Mais pendant combien de temps? Il faut qu'aujourd'hui, la médiation, en rapport avec l'État du Mali, en rapport avec tous les autres qui ont signé là-dedans, donne quand même des indications bien précises. Parce que le MNLA, CMA confus, ne peut pas rester indéfiniment à vouloir nous tourner en rond à ce niveau-là. Sur ce point-là, je pense que, je suis d'accord avec Chana, il faut que l'accord revienne, la négociation revienne, le processus revienne. Deuxièmement, ce qui reste à faire, et je termine là-dessus, l'essentiel de la discussion est terminé. Il reste les détails. Les détails, c'est lesquels? C'est qu'il y a des aménagements possibles. Tu l'as dit, l'accord n'est pas parfait du point de vue de l'écriture. L'accord n'est pas parfait du point de vue du fond. L'accord n'est pas parfait du point de vue des concepts juridiques qui sont utilisés. Revenons, parlons. Mais il n'est plus question d'ouvrir des débats sur des questions qui sont complètement futiles aujourd'hui. L'autonomie, à bas. La violation de la laïcité, à bas. Quelques autres éléments qui aujourd'hui peuvent être des atteintes graves à la République, à bas. Mais ce que je voulais dire, c'est que la signature d'un accord n'est pas le retour de la paix. Oui, bien sûr. À plus forte raison, aujourd'hui, au moment où nous parlons, vous savez que la situation est très tendue à Ménaka. Là, attendez, laissez-moi finir. Aujourd'hui, vous avez la situation qui est volatile dans une localité comme Ménaka. Hier, vous avez des blessés qui sont arrivés à Gao, par exemple. La situation est volatile. La ville, au moment où je parle, est toujours contrôlée par les groupes armés, mais il y a une pression des autres groupes sur la ville. Quel groupe armé, Serge? Je veux dire, s'il te plaît. Laissez-moi terminer. Le groupe armé, il faut qu'il précise. Je ne parle pas à vous. C'est moi qui pose les questions. C'est lui qui pose les questions. Allez-y, Serge. Voilà. Donc, si vous voulez, la CEMA, par exemple, il y a une pression de la CEMA sur la ville aujourd'hui. Je veux dire que la signature d'un accord n'est pas la paix. Donc, il faut poursuivre, il faut continuer à pouvoir, sur le terrain, avoir, si vous voulez, le cessez-le-feu, le respect du cessez-le-feu. Si on ne respecte pas le cessez-le-feu, il serait difficile, à mon avis, d'avoir une paix dans le nord du Mali. Donc, aujourd'hui, il faut que les positions soient claires. Et aujourd'hui, lorsqu'on écoute les informations qui sont distillées de gauche à droite par les médias dits internationaux, par certains journalistes dits internationaux, cela pose à réflexion. Parce qu'aujourd'hui, ce sont les intérêts du Mali qui sont en jeu et il ne faut pas justement qu'on permette à tout un chacun, à n'importe qui, de raconter des choses qui ne sont pas vraies, qui ne sont pas vérifiées dans le seul souci de créer la psychose chez les gens. Le Mali est dans un problème. Il faut que tous les Maliens et tous ceux-là qui veulent aider le Mali s'assument et aident le Mali dans ce sens-là. Ouais, merci. Maître Konaté, comment expliquer qu'au moment où on signe l'accord à Bamako, des affrontements aient lieu près de Ménaka, par exemple? Est-ce que la CEMA n'est-elle pas en train de faire une pression supplémentaire, je le répète encore, pour d'autres revendications? D'un point de vue historique, Serge l'a rappelé, quand on a signé aussi bien le pacte que les accords en 2006 et même Tamara 7, pendant qu'on est en train de signer, après qu'on ait signé, il y a eu des escarmouches à ce niveau-là. C'est vrai que c'est une violation du cessez-le-feu. Et de ce point de vue-là, les partis sont face à leurs responsabilités. Et la première partie qui est en cause, c'est d'abord les groupes rebelles d'une part. Mais il ne faut pas laisser non plus passer sous silence la présence d'un certain nombre de groupes rebelles aussi qui ont un rattachement soi-disant avec le gouvernement ou l'État du Mali. Je pense qu'il ne faut pas jouer au feu. On ne peut pas parler de paix et en même temps en ayant un comportement qui ne reflète pas la paix. Et de ce point de vue-là, je pense que la responsabilité directe de l'État et des groupes rebelles sur le terrain, mais au-delà, la responsabilité directe de la médiation et du système des Nations Unies est interpellée à ce niveau-là. Parce qu'on ne peut absolument rien faire de cet engagement si on continue à se tirer dessus sur le terrain. C'est encore une fois les populations du Nord qui en pâtissent et c'est très dommage. Ouais, si les combats, les affrontements continuent, à quoi peut-on s'attendre, Serge Daniel, de la part de la communauté internationale, à des sanctions plus ciblées? Je reviens à vous tout à l'heure. Serge, allez-y. Si les affrontements continuent, comme c'est le cas actuellement à Ménaka, ce qui va se passer, c'est qu'on va signer une paix, on va avoir une paix sur le papier, mais on ne pourra pas, par exemple, développer les localités du nord du Mali. C'est-à-dire que la paix ne va pas revenir, on ne pourra pas circuler librement, les enfants ne pourront pas aller à l'école, on ne pourra pas soigner les populations. C'est quelque chose de difficile. C'est pour ça que je reste persuadé, et ça c'est mon point de vue, et non celui de la France.
je le répète, c'est mon point de vue, il faut forcément, nécessairement, au moment où on a signé un accord de paix, c'est bon, on a signé l'accord de paix, mais au même moment, il faut continuer les efforts. Chana Takiou. On est dans un processus de paix. Un processus de paix, c'est plusieurs étapes. C'est plusieurs étapes. Il a dit que tant qu'ils ne pourront pas aller à l'école, non. La première étape va consister à reprendre les armes. Il y a le cantonnement, le désarmement, tout ça. Tous ces gens-là doivent être cantonnés un jour. Les armes doivent être retirées avec les combattants. Donc vraiment, ils ne peuvent pas rester éternellement avec les armes. Ce n'est pas possible. La situation de Ménaka, disons-nous la vérité, je viens le dire sur le plateau, c'est la conséquence de quoi? C'est la conséquence de la rupture du cessez-le-feu. Donc toutes les parties doivent respecter leurs engagements. Si vous voulez la paix, vous devez respecter vos engagements. Vous violez le cessez-le-feu, c'est que vous constituez une entrave à la paix. Et quelles mesures faut-il prendre? Les mesures qu'il faut prendre, les dispositions au niveau de l'ONU, il y a des sanctions. Mais les sanctions de l'ONU, c'est vraiment empêcher de voyager, compte bancaire, bloquer des choses. Ces gens-là n'ont pas de compte bancaire, ces gens-là ne voyagent pas beaucoup. Je pense que les dispositions qu'il faut prendre, c'est des dispositions robustes sur le terrain, c'est-à-dire qu'il faut intervenir. Les gens qui rompent le cessez-le-feu doivent être attaqués comme il le faut pour les ramener à leur position initiale. Pour les ramener à leur position initiale. Tant qu'on n'applique pas cette disposition de force, vraiment, on n'avancera pas comme on l'aurait souhaité. Mais aujourd'hui, encore une fois de plus, pour que le processus puisse aboutir, continuer, encore une fois de plus, il faut que les partis respectent leurs engagements. Il faut que le cessez-le-feu soit respecté. C'est à partir de ces respects, de ces engagements, que nous pouvons faire encore un pas supplémentaire vers la paix. Si vous remarquez les interventions, toutes les interventions, Maître l'a rappelé, en aucun moment il n'est question de mesures contre ceux-là qui violeraient le cessez-le-feu. Et le président de la République l'a même rappelé que jamais le Mali n'a violé un quelconque cessez-le-feu. Et aujourd'hui, contrairement à ce que les uns et les autres peuvent penser, aujourd'hui le Mali n'est plus seul. Parce que c'était l'armée malienne, s'il devait y avoir affrontement pour défendre des territoires ou récupérer des territoires ou assurer la sécurité des populations, c'était les forces armées maliennes uniquement. Et aujourd'hui, nous avons d'autres groupes armés qui s'associeront au Mali, toujours dans le cadre de l'accord de paix pour mettre en place le processus de cantonnement. Et s'il le faut, bouter hors de nos frontières tous ceux-là qui sont aujourd'hui un obstacle au processus de paix. Et dernière chose pour terminer, Barkhane, qui a cette mission-là de lutter contre le terrorisme, a des réunions aujourd'hui sur le terrain avec des terroristes. Et des informations fiables sont filtrées dans ce sens-là. Et aucun de ces médias dits internationaux, de ces grands journalistes, n'en parle. Et c'est ce qui est dommage, c'est ce qui est révoltant. Etienne Fakaba, je rappelle que nous sommes là pour faire un débat, il n'y a pas d'attaque de personne à personne. Serge n'est pas le centre. S'il vous plaît, Serge Daniel, on continue. S'il vous plaît, Serge, Etienne. La suite de ce débat nous conduit au Burundi où Pierre Nkurunziza, remis en selle par son armée et sa police après une tentative de coup d'État manqué mercredi, alors que le chef de l'État burundais s'est trouvé en Tanzanie à Dar es Salaam pour un sommet consacré à la crise dans son pays, agité depuis le 26 avril par un mouvement de contestation qui a fait au moins une vingtaine de morts depuis l'annonce de la candidature du président Pierre Nkurunziza pour un troisième mandat. Maître Konaté, peut-on dire après l'échec de ce coup d'État au Burundi que Nkurunziza 3 est-il en marche? Oui, il est en marche, mais il n'est pas en marche pour longtemps. C'est impossible à ce niveau de contestation de se maintenir contre le gré des gens. Et d'ailleurs, vous avez vu le communiqué qui a été lu par son porte-parole indiquant que le gouvernement travaillait justement à réfléchir, à repousser les échéances de manière à ce que le calme revienne. Mais le calme ne peut pas revenir. Vous savez, quand un peuple dit non, il dit définitivement non. Bien évidemment, le coup d'État
réussi ou pas réussi, est regrettable dans tous les cas de figure pour les démocrates que nous sommes. Bien évidemment, ce coup d'État a raté aussi parce que la communauté internationale s'est empressée, pendant que les opérations étaient en cours, de condamner de la manière la plus violente possible. Ceci a discrédité un tout petit peu les putschistes, ceci les a mis hors jeu et ceci a fait qu'aujourd'hui, ils ont péché parce que les autres ont pris le relais. Mais le fond du problème aujourd'hui, on est en matière de changement anticonstitutionnel, il faut réfléchir. On ne peut pas laisser l'Afrique, dans un contexte institutionnel comme celui-ci, dire d'un côté que les coups d'État sont à bannir, et c'est vrai, ils sont à bannir, mais en même temps, ne pas réagir contre des gens qui, par le biais du suffrage, par le biais de la démocratie, arrivent à exercer un instinct plus dictateur que les dictateurs eux-mêmes. Entre les deux, la question est posée et nous allons nous réunir à la fin de l'année à Ouagadougou justement pour réfléchir sur tous ces changements anticonstitutionnels. Le cas du Burkina Faso est là, le karaté du Burundi est là, mais pour peu que encore des gens reprennent encore le relais, ça va repartir. Tant que Ngourouziza est là, ça va repartir et de plus belle. Etienne Fakaba, est-ce que le général Niombaré a sous-estimé la force, la contre-offensive, l'attachement d'une partie de l'armée au président Pierre Nkurunziza, quand on sait que lui-même était son ancien compagnon d'armes? Oui, je l'avais dit ici la semaine dernière qu'il y avait deux scénarios possibles. D'une part, il fallait qu'il y ait une forte mobilisation de la population pour qu'il y ait insurrection populaire et répéter ce qui s'est passé au Burkina Faso. Sinon, dans le cas échéant, il fallait aller aux élections et le battre comme ça a été le cas au Sénégal. Et il n'y a que cette deuxième possibilité actuellement qui reste. Et il faut que les uns et les autres réfléchissent, comme Maître l'a dit, à arriver à mutualiser les forces pour véritablement le battre dans les urnes. Sinon, un autre coup d'État me semble presque impossible, à moins que Buyoya retourne et qu'il... D'ailleurs, je vous propose d'écouter Pierre Buyoya, l'ancien chef d'État burundais, qui a réagi à la situation dans son pays. Il était au micro de Sékou Tangara, on l'écoute. Comme Burundais, ce sont des événements que j'ai suivis avec beaucoup de douleur et d'amertume. Voilà une crise pour laquelle il a été, je crois, tout fait pour la prévenir, mais on n'a pas réussi. Vous savez, les Burundais se sont beaucoup investis pour essayer de faire en sorte qu'on en arrive où on en est arrivé. Les Burundais de toutes catégories, je dois dire. La communauté internationale a essayé de conseiller les autorités burundaises, d'attirer leur attention sur les dérives possibles, mais tout cela n'a rien donné. On est entré dedans, dans la crise, et on a failli, je pourrais dire, au bord du gouffre si on n'est pas tombé dedans. Donc c'est d'abord un sentiment d'amertume, un sentiment d'échec. Je pense que pour tous ceux qui, comme nous, s'occupent de la prévention des crises. Chana Takiou, un sentiment d'échec de la part de Pierre Buyoya, 2 fois chef d'État de Burundi, lui aussi ancien putschiste. Oui, échec. Et il est en train d'échouer également étant à Bamako, parce que, de mon point de vue, il est là comme diplomate. Il ne doit pas parler de la situation de son pays. Parce que tu vois, sur le palpe, il doit en parler à titre privé, mais pas de façon publique. Je ne suis pas d'accord avec son attitude de parler de son pays étant diplomate ici chez nous. Il fait partie des 4 anciens chefs d'État du Burundi qui ont tenté de rencontrer Pierre Buyoya avant qu'il n'annonce sa candidature. Il n'a qu'à parler de Nkurunziza au Burundi là-bas. Chez nous au Mali, il est là pour les questions du Mali. Il ne doit pas parler d'autres questions en dehors de celles qui lui sont confiées. Est-ce que ça l'a dit? Je veux continuer. Laissez-moi dire quand même. Rapidement. Par rapport au Burundi, c'est un échec. C'est un échec. On est dans l'échec. C'est parce que tous ont échoué que le Burundi est jusqu'à nos jours à ce niveau-là. Mais dans une situation comme celle du Burundi, quand on rate un coup d'État,
il faut s'attendre aux représailles, il faut s'attendre aux violations des droits de l'homme, il faut s'attendre à toutes sortes de violations, de représailles. Et c'est ce qui se passe actuellement au Burundi. Cela est vraiment dommage. Et ça remet le président en selle, comme tu l'as dit, Maître Konaté, pour combien de temps? Mais pour l'instant, le président a la situation en main et tout indique qu'il ira droit vers son objectif qui consiste à être de nouveau réélu président de la République. Et quelles que soient les difficultés, il est dans cette voie-là et je pense qu'il le réussira. Serge Daniel, comment expliquer que depuis que Pierre Nkurunziza a annoncé sa candidature pour un troisième mandat, il y a eu très peu de voix de la communauté internationale pour condamner cette attitude-là, qui est une violation de l'accord d'Arusha. Et le mercredi dernier, dès qu'il y a eu coup d'État, même les États-Unis, les grandes démocraties sont sorties pour dire non. Est-ce que cela n'a pas fragilisé davantage ces tentatives de coup d'État? Je ne souris pas pas par rapport à ce que Chana a dit, parce que je ne partage pas ce qu'il a dit, mais par rapport à Maîtrise, c'est pourquoi. Bref, je pense qu'effectivement, la communauté internationale n'a pas été, a manqué de vigueur par rapport à Pierre Nkurunziza dès le départ. C'est-à-dire, on a eu l'impression qu'on a laissé un peu faire. Mais je ne pense pas qu'il ait remporté la bataille pour le moment. Vous avez aujourd'hui, en fait, une armée qui est divisée. Vous avez une police qui est divisée, vous avez une population qui est divisée. Ce sont ces fidèles qui ont maîtrisé rapidement la situation parce que les putschistes, c'est un coup d'État de pied nickelé. Lorsque vous voulez faire un coup d'État, si vous ne prenez pas le palais présidentiel, si vous ne prenez pas les points stratégiques, vous ne faites pas un coup d'État. Je ne pense pas qu'il soit sorti encore de l'auberge. Je pense qu'il y a une frange importante de la population qui ne le laissera pas faire. Et lui, à mon avis, il va chercher tout de suite à juger les autres, pour faire peur aux autres. Pour faire peur aux autres qui ont des futurs les 17 putschistes ont été présentés. Exactement. Dans des conditions terribles d'ailleurs, parce que vous avez vu, les droits de l'homme n'ont pas été respectés, des gens étaient pieds nus, etc. Je ne pense pas qu'il soit sorti de l'auberge, et je ne pense pas que c'est un retour au calme. Et c'est pour cette raison qu'il est souhaitable que cette fois-ci, la réunion de Tanzanie qui n'a pas pu avoir lieu, ait lieu. Il faut que les chefs d'État de la sous-région se réunissent, mais non seulement de la sous-région, mais également de l'Union africaine. Il y a toujours, à mon avis, danger à Bujumbura. Etienne, beaucoup d'observateurs pensent que parmi les chefs d'État qui s'étaient réunis mercredi à Dar es Salaam, beaucoup sont penchant pour Nkurunziza. Moi, je veux plutôt m'appesantir sur l'attitude de la communauté internationale et particulièrement de l'Union africaine, qui a durci le ton, jusqu'à ce qu'on a rappelé son représentant au Burundi. Ce n'est pas rien. Parce que ce qu'on reproche en général à la communauté internationale et à nos organisations internationales, c'est de ne pas agir avant les événements. Et donc aujourd'hui, ce qui est regrettable, c'est qu'on ait échoué à empêcher Nkurunziza à aller au fond de sa démarche, mais que derrière, il n'y ait aucun mécanisme, sauf de simples condamnations pour dire qu'on est contre le coup d'État, Et c'est ce que moi je trouve dommage. Maître Konaté, on a prêté à Pierre Nkurunziza des messages messianiques. Il disait que Dieu l'aurait parlé, il allait devenir président du Burundi. Et l'échec de ce coup d'État, ne va pas le conforter dans sa position en pensant qu'il est miraculé finalement? Alors, il n'est pas le seul exemple. Il est en Afrique de l'Est, mais pensez à l'Afrique de l'Ouest, pas loin du Sénégal, il y en a un autre qui est là-bas. Gambie, tu veux dire? Qui pense exactement la même chose. C'est-à-dire qu'ils sont persuadés qu'ils détiennent leur pouvoir de Dieu. Bon, alors quand vous avez affaire à des gens comme ça, je veux dire, ils sont en déperdition totale de la raison d'une part, de la logique d'autre part, et on ne peut plus parler de démocratie en ce qui les concerne. Ma révolte à moi aujourd'hui, c'est que quand vous lisez la charte africaine, bien évidemment, il y a un certain nombre de processus qui sont, au bout du compte, condamnables du point de vue de l'accession au pouvoir. Mais il faut réfléchir aujourd'hui. Quand vous avez des gourous comme celui qui est en Gambie, quand vous avez un deuxième gourou comme celui qui est au Burundi aujourd'hui, que ces personnes-là vous pèsent sur l'instinct des populations, empêchent le pays de vivre, empêchent les gens de vivre, on se pose la question, mon Dieu, qu'est-ce qu'on peut faire? La communauté internationale, encore une fois, en application de la charte, l'Union africaine a réagi plus rapidement qu'elle n'a jamais réagi. Mais en réagissant, elle laisse faire Nkurunziza.
ces 17 putschistes qui ont été arrêtés, quand vous voyez l'état dans lequel ils ont été arrêtés, et hier on a empêché à des avocats de les assister, mais ils vont aller au goulag directement. Et ça aussi, la communauté internationale se contente simplement de condamnation et de mise en garde. Il y a une question qui est posée. Aujourd'hui, vous croyez que ceux qui ont tenté, qui vont se faire avoir, probablement vont être tués, et les autres qui vont arriver, ils ne peuvent pas être tranquilles. Mais est-ce que le fait que la CPI Chana est en train de les regarder n'est pas une chance pour ces putschistes? Oui, mais quand Fatou Bensouda, de là où elle est, se contente de regarder, bon Dieu, et vous croyez que c'est regarder qui va échapper ces gars à la peine de mort? Maître, qu'est-ce que vous voulez? Pas la communauté internationale est régie par les textes. Souvent, quand la communauté internationale fait le gendarme également, on crie. Mais la communauté internationale, en des pareils cas, ne peut pas accepter un coup d'État parce que les textes, au niveau mondial, tous les textes, que ce soit africains, l'ONU, tout ça là, sont contre le putsch. Qu'est-ce que vous voulez? Si ce n'est pas de condamner le putsch, qui est dans notre constitution un crime imprescriptible, même si on ne l'a pas considéré comme tel, même si on ne l'a pas considéré comme tel chez nous au Mali, j'ai dit la communauté internationale ne peut que condamner les putschistes. La communauté internationale ne peut qu'envoyer des messages de paix. La communauté internationale, nous ne sommes plus à l'époque ancienne de Foucault, où on envoie des bataillons pour renverser un régime que non. Il le revient. J'ai dit la même chose. Il le revient. Je dis la même chose. Il le revient, Maître Konaté. Oui, j'ai dit la même chose. Aux populations de Burundi de s'organiser, à défaut de le faire partir par la rue, de le faire partir par les urnes. Un point à la ligne. Dernière question, Étienne Fakaba. Mais aujourd'hui, on se rend compte que les manifestants à Bujumbura n'ont pas un leader. Est-ce que ce n'est pas un handicap? Oui, il n'y a pas, la société civile n'est pas aussi organisée qu'on l'aurait souhaité, et c'est ça qui explique quelque part l'échec de ce putsch et la division également au sein de l'armée. Donc il faut, à mon avis, à ce stade-là, renoncer à cette alternative et continuer à travailler pour le battre dans les urnes, encore une fois, comme ça a été le cas pour M. Wade. Voilà, mesdames, messieurs, c'est la fin de ces débats du dimanche. Merci à vous de l'avoir suivi tout à l'heure à Afrique Soir avec Albertine Dotsé. Passez d'excellents moments à notre compagnie. À dimanche prochain.